Salut les affamés de Culture J, ici Neurosynthèse. Aujourd'hui, on va décortiquer Roblox, l'une des plus grandes plateformes de divertissement au monde. Parce que oui, derrière cette façade de terrain de jeu infini se cache une mécanique bien huilée. Un modèle économique qui, on va le voir ensemble, repose sur le travail de ses plus jeunes créateurs. D'abord, il faut prendre la mesure du phénomène. 77,7 millions, c'est le nombre d'utilisateurs qui se connectent chaque jour à Roblox. Ce n'est pas un chiffre anodin, c'est une véritable nation numérique. C'est plus que la population de la France. Une nation qui interagit, joue et socialise dans ce métavers. Et voilà la question centrale. Contrairement à un studio de jeux vidéo classique, Roblox ne crée quasiment rien. Cet univers immense de 40 millions d'expériences, comme ils disent, il est entièrement bâti par ses utilisateurs. La question fondamentale devient donc, qui sont ces bâtisseurs ? Alors, à première vue, Roblox, c'est un espace qui a l'air génial. C'est vibrant, créatif, plein de couleurs. C'est un endroit où l'imagination est reine, où on peut construire des montagnes russes, adopter des animaux virtuels ou jouer à cache-cache. Bref, une plateforme qui semble parfaitement inoffensive, conçue avant tout pour les plus jeunes. Mais quand on regarde les chiffres, c'est sans appel. Sur près de 78 millions d'utilisateurs quotidiens, plus de 32 millions ont moins de 13 ans. Et il faut bien comprendre une chose, ce public extrêmement jeune n'est pas seulement le consommateur du jeu. Il en est aussi, et surtout, la force de production. Et là, on touche à la clé du modèle économique de Roblox. L'entreprise ne vend pas de jeux, non, elle vend l'infrastructure, les outils qui permettent à sa communauté de créer et de monétiser du contenu. Pour le dire autrement, Roblox ne vend pas un produit fini, mais la force de travail de ses propres utilisateurs. Bien, analysons maintenant cette fameuse mécanique qui transforme le jeu en profit. Au cœur de tout ce système, il y a une monnaie virtuelle, le Robux. Pour un jeune créateur, transformer ses gains virtuels en argent bien réel, c'est un véritable parcours du combattant. Il ne suffit pas de créer un jeu qui marche. Non, il faut d'abord gagner des Robux, puis s'abonner à un programme spécial, le Developer Exchange. Ensuite, il faut accumuler un seuil minimum et il est très élevé, 30 000 Robux. C'est seulement après tout ça qu'on peut enfin espérer une conversion. Et c'est là que la mécanique se révèle dans toute sa, disons, sa brutalité. La valeur du Robux n'est pas la même pour tout le monde. Quand un joueur achète des Robux avec de l'argent réel, il paie environ 1 centime de dollar l'unité. Mais quand un créateur veut convertir ses gains, la valeur s'effondre. Elle chute à 0,0035 $, c'est presque 70% de la valeur qui s'évapore en cours de route. Ce décalage, il met en lumière une contradiction fondamentale. D'un côté, il y a le discours marketing de Roblox qui promet un monde de possibilités infinies. Et de l'autre, une réalité financière bien plus dure pour l'immense majorité de ses créateurs. Les slogans sont conçus pour faire rêver, évidemment. Ils vendent l'idée d'un succès accessible, où n'importe qui peut devenir le prochain grand développeur de jeux. C'est une promesse de pouvoir et de reconnaissance qui forcément résonne particulièrement fort auprès d'un jeune public. Sauf que la réalité des chiffres, elle, est implacable. Pour chaque dollar dépensé dans un jeu, Roblox Corporation prélève une commission de 75%. Le créateur, celui qui a fourni 100% du travail, ne touche que 25 centimes. Et ce n'est même pas la fin de l'histoire. Pour mettre ce chiffre en perspective, il faut comparer avec les standards de l'industrie. Microsoft ou Epic Games, qui héberge Fortnite, ils prélèvent 12%. Steam, la plus grande boutique de jeux sur PC, prend 30%. Donc la commission de 75% de Roblox, c'est extraordinairement élevé. C'est hors norme. Ce modèle économique, basé sur une monnaie privée et des taux de change totalement contrôlés, il n'est pas nouveau. En fait, il rappelle étrangement un système de travail qu'on croyait disparu, qui date de la révolution industrielle. Ce système, c'est la monnaie d'entreprise, le company scrip en anglais. Au 19e et au début du 20e siècle, des compagnies, par exemple des compagnies minières, payaient leurs ouvriers avec cette monnaie privée, une monnaie qui ne pouvait être dépensée que dans les magasins de l'entreprise elle-même. Ce système a été interdit aux États-Unis en 1938 parce qu'il créait une dépendance totale des travailleurs. Et le parallèle est saisissant. Émetteur privé, écosystème fermé, taux de conversion désavantageux, la finalité est la même, piéger la valeur créée à l'intérieur du système et forcer, ou du moins inciter très fortement, le créateur à y redépenser ses gains. Ce qui était jugé illégal au XXe siècle pour des ouvriers est devenu le modèle économique d'un géant du numérique au XXIe. Cette analogie historique nous amène à une question fondamentale, une question d'ordre juridique et éthique. L'activité de ces jeunes créateurs sur Roblox, est-ce que c'est du jeu ou est-ce que c'est du travail ? La frontière est devenue incroyablement floue. L'enjeu est majeur, il faut le comprendre.
Ces millions de jeunes ne sont pas de simples joueurs. Ils sont une force de travail qui génère des milliards de dollars. La question n'est donc pas s'ils devraient bénéficier de protection, mais plutôt pourquoi ils n'en bénéficient pas encore. Tout est une question de statut. D'ailleurs, la loi américaine qui interdit la monnaie d'entreprise, la FLSA, protège aussi contre le travail des enfants. Et la définition de ce qu'est un employé, elle évolue. Pour certains juristes, les créateurs de Roblox pourraient cocher toutes les cases. Ils fournissent un service qui bénéficie directement à l'entreprise, ils opèrent sous le contrôle des règles de la plateforme et ils le font dans l'espoir, bien sûr, d'une compensation. Alors, face à ces critiques, la position de l'entreprise est très claire. Le directeur de Roblox Studio a déclaré que cette possibilité de gagner de l'argent n'est pas une forme d'exploitation, mais un cadeau. Un cadeau fait aux jeunes créateurs, une chance pour eux de s'initier à l'entrepreneuriat. Mais le point crucial, il est là. Qu'on appelle ça un cadeau ou non, le fait est là. On a une économie de plusieurs milliards de dollars bâtie sur le travail de millions de mineurs rémunérés par un système qui viole l'esprit, si ce n'est la lettre, de lois établies il y a près d'un siècle pour protéger les travailleurs. Tout cela nous laisse avec une question vertigineuse pour notre avenir numérique. À une époque où les plateformes transforment chaque utilisateur en créateur potentiel, où se situe la frontière exacte entre le loisir et le labeur, entre l'amusement et la production de valeur? Cette question de la frontière entre le jeu et le travail, c'est l'un des plus grands enjeux de notre siècle numérique. Pour continuer à décrypter ensemble ces mutations profondes, une dose de savoir quotidienne est disponible dans la newsletter Neurosynthèse. Le lien est en bio. À très bientôt!